Merci pour votre présence. On va commencer cette journée par parler des MRD dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. La première oratrice, c'est Madame la professeure Bellekhel, venue de la Tunisie. Professeur Bellekhel, c'est la chef de service d'hématologie biologique. Bon, du service d'hématologie biologique de l'hôpital Aziza Othmana, responsable du secteur du système en flux et immunohématologie, et les membres actifs du comité d'évaluation des thèses et mémoires à la faculté de médecine de Tunisie. Et elle est aussi membre du bureau de la Société tunisienne d'hématologie. Donc, Madame Bellekhel va nous parler de la MRD dans la LAL. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, avant tout, je commence par le remerciement de la Société marocaine d'hématologie de m'avoir associée à ce congrès afin de vous faire part de notre petite expérience à propos de la MRD des LAL à Tunis. Donc, je commence par définir la MRD. C'est la maladie résiduelle qu'on mesure. C'est une méthode quantitative dont le taux dépend de la technique utilisée, de la notion de spécificité et de sensibilité. Les objectifs de la MRD étant d'évaluer la réponse au traitement, que ce soit de la chimiothérapie, que ce soit les inhibiteurs de la cible thérapeutique, d'évaluer le pronostic, l'évolution générale et la survie, et d'adapter les protocoles thérapeutiques. De nombreuses techniques se sont donc développées pour l'étude de la MRD. Partant de la cytologie conventionnelle avec un seuil de sensibilité à 10 puissance -2, la cytométrie en flux, technique en évolution continue, ayant actuellement une sensibilité à 10 puissance -4, pouvant même atteindre 10 puissance -5, je vais revenir dessus tout à l'heure, la RT PCR avec une sensibilité à 10 puissance -5 et la NGS, la Next Generation Sequencing, avec une sensibilité à 10 puissance -6. Donc, je vais me focaliser sur la technique de la cytométrie en flux pour l'étude de la MRD des LAL. Et donc, le premier challenge auquel on est confronté, c'est d'établir le panel. Donc, quel panel choisir pour l'étude de la MRD? Et donc, pour ceci, on a fait le tour de la littérature. Et là, donc, deux concepts en fait sont décrits. Il y a donc le premier, c'est Leukemia Associated Immunophenotype, qui se base sur la sous-expression d'antigènes, l'asynchronisme d'expression antigénique, l'expression antigénique de lignées croisées, le phénotype ectopique. Pour ce concept-là, il faudra connaître le phénotype initial des blastes. Donc, il faut que le diagnostic initial soit fait dans le même service. Le deuxième concept, c'est le different from normal. Et là, c'est un concept qui se base sur un phénotype qui est différent du normal. Donc, c'est un concept qui ne sera pas influencé par la perte ou gain d'antigènes, par l'hétérogénéité, l'intensité d'expression des différents marqueurs, donc qui subissent quand même une modification lors du protocole thérapeutique. Donc là, si on se base sur ce concept-là, on n'a pas besoin de connaître le phénotype initial du patient. Donc, pour ce qui est des LALB, donc tout ça c'est résumé dans ce tableau publié en 2021, précisant en fait les expressions qu'on peut avoir aberrantes comme CD13, CD33, CD15, l'asynchronisme aussi d'expression antigénique, comme par exemple un CD20 fort avec un CD45 qui est faible, et aussi la notion de over-under expression avec une surexpression du CD7, etc., du CD10. Donc là aussi, c'est un article dans le souci d'établir le panel publié dans Blood. Là, donc l'objectif de cette étude, c'est de comparer le profil des blastes malins par rapport aux hématogones. Donc
le challenge, c'est de différencier blast malin et hématogone. Donc, ils se sont basés sur 69 échantillons de LALB qu'ils ont comparés aux précurseurs B normaux réactionnels. Donc, ils ont utilisé comme panel les backbone markers avec 19, 10, 45, 34 donc, et 20, associés aux autres marqueurs, le CD9, CD123, 66C, 81, 24 et 10. Ils ont conclu que le CD81 remplace le CD24, que 3881 avec les backbone markers améliore la séparation blast-hématogone. Et ils ont conclu que le 66C 123, 73 304 était exprimé sur 70% des lymphoblastes B malins. Donc, CD9, CD58, CD22 n'avaient pas de valeur surajoutée. Donc, tout ceci a été résumé aussi donc, au niveau de cet article publié en 2021 où il précise donc, les backbone markers déjà cités avec les marqueurs additionnels. Et enfin, donc, l'Euroflow a publié les 2 tubes donc, standardisés permettant le suivi de la MRD au cours des LALB, se basant sur ces backbone markers, donc avec le 45, le 19, 10, 38, 34, et les marqueurs additionnels, en précisant même le fluorochrome auquel doit être couplé chaque marqueur. Par exemple, il précise que les 4 marqueurs 66C, 123, 73, 304 doivent être en PE. Donc tout ceci, c'est dans le souci, toujours le challenge, c'est de différencier hématogone, blast malin. C'est l'ultime question de nos amis donc cliniciens. S'agit-il d'hématogone? Qu'est-ce que je fais? Donc ces 2 tubes donc, vraiment permettent la séparation. Le tube 1, c'est séparation dans 89% entre blast malin et hématogone. Le tube 2, c'est dans 82%. Et les 2 combinés ensemble, ça permet une séparation dans 99% des cas, rendant cette technique de cytométrie en flux comparable à la PCR dans 97% des cas, à condition que le prélèvement soit riche. Donc voilà donc ces 2 tubes. Là donc, je vais utiliser le marqueur, là, le pointeur. Donc c'est bon. Là donc les 2 tubes. Donc voilà les différents marqueurs avec les backbone markers et donc et on remarque ici, la population rouge, c'est la population blastique et la population grise, c'est la population de précurseurs B normaux. Donc, ce que vous remarquez ici, c'est que pour les différents marqueurs, au niveau des différents dot plots, les antigènes sont exprimés par les 2 populations blastiques, mais la différence, c'est une différence d'intensité d'expression. C'est-à-dire là, par exemple, on remarque que le CD20 est donc l'intensité d'expression, elle est beaucoup plus importante sur les blasts malins que sur les précurseurs B. Donc, c'est une différence d'intensité d'expression. Là où on peut faire la différence entre blast malin et précurseur B, c'est au niveau du dernier dot plot, au niveau du tube 1, c'est l'expression du 66C 123 par les blasts malins qui sont là et qui n'est pas exprimé par la population grise, les précurseurs B normaux. Donc pareil ici, au niveau donc du tube 2, exactement pareil. Je n'arrive pas à trouver le pointeur. Pareil, on remarque que la population rouge, en fait, elle exprime le 73 304, mais la population grise avec les précurseurs B ne l'exprime pas. Donc vraiment, ces marqueurs-là, donc 66C, 123, 73 304, quand ils sont là, dans 70% des cas, donc on est beaucoup plus à l'aise lors de l'interprétation de nos résultats. Dans les 30% restants, on essaie de trouver donc la combinaison, on essaie la limite donc entre blast malin et hématogone pour l'intensité d'expression des autres marqueurs, elle est vraiment très réduite. D'ailleurs, comme donc ici, regardez donc ici la population bleue. Donc la population bleue, en fait, c'est la population de blast malin. Donc la population rouge, c'est la population normale. Donc ici, au niveau
donc la population bleue, elle est CD45 faible. Au niveau du deuxième dot plot, on a la population bleue qui exprime fortement le CD19 en abscisse et le CD22 en ordonnée. Donc, troisième dot plot, on a le CD10 qui est donc overexpression par la population maligne, par les blastes malins, et donc exprime faiblement le CD20. Ici, donc, les blastes malins expriment le CD34, mais expriment faiblement le CD38. C'est une différence d'intensité d'expression. On sait que le CD38, il est fortement exprimé par les hématogones. Donc, pareil, pour le CD81, on sait qu'il est exprimé par les blastes malins, mais plutôt l'intensité, elle est affaiblie, alors que les hématogones expriment fortement donc, le CD81. Donc, généralement, tout dépend donc du cytomètre sur lequel on travaille, mais on s'habitue à l'intensité d'expression de ces différents marqueurs. Donc, voilà, donc le deuxième challenge auquel on est confronté, c'est la sensibilité de la technique. Et là encore, c'est publié dans Blood, c'est une étude multicentrique ayant inclus 5 centres, donc 319 patients suivis pour LALB. Et donc, l'objectif de cette étude était de standardiser la MRD dans les LALB, donc cytométrie en flux, optimiser la sensibilité et comparer cette technique à la PCR. Et ils ont conclu que plus le nombre d'événements acquis est important, plus la sensibilité de la cytométrie en flux s'approchait de celle de la PCR. Donc, le nombre d'événements acquis, on parle de acquisition de plus de 1 million, voire même 4 millions. Donc là, on obtient vraiment une sensibilité à 10 puissance 5. D'ailleurs, ils ont même donc comparé les deux techniques. Ils ont trouvé une concordance dans 93% des cas et dans 7% seulement, il y avait une discordance où la PCR était négative, PCR positif, cytométrie négative, expliquée par les faux positifs par une amplification non spécifique. Et pour les cas où la cytométrie était positive et PCR négative, c'était expliqué par le nombre d'événements acquis qui était faible. Ils ne se sont pas basés sur le phénotype different from normal et aussi l'hétérogénéité de la population au cours de la thérapeutique. Donc, on s'est basé sur tout ça pour notre expérience donc, au centre dans lequel je travaille. Et donc, nous, en cytométrie en flux, on a vu donc une amélioration parce qu'on a commencé en 2005 par un cytomètre 3 couleurs. En 2020, on a acquis le cytomètre donc 8 couleurs, c'est le BD fax lyrique, donc permettant une analyse multiparamétrique. Et à l'acquisition de ce cytomètre, on a regardé un tout petit peu ce qui se passe donc, dans la littérature et donc on a standardisé nos procédures, nos protocoles et nos panels selon l'Euroflow. Et donc depuis juin 2020, les MRD des LALB se font de façon standardisée chez nous en suivant les 2 tubes de l'Euroflow et en respectant même les fluorochromes qui sont couplés aux différents anticorps. C'est vrai que donc, le nombre d'années ne nous permet pas vraiment d'évaluer cette nouvelle façon donc, de travailler, la MRD standardisée par rapport aux résultats thérapeutiques, parce qu'il faut donc beaucoup plus d'années pour le recul, donc pour voir l'évolution des patients. Mais en tant que biologiste, on a essayé en fait de voir combien de patients étaient suivis chez nous. Et là, donc, dans la population adulte, en essayant de recenser donc, les prélèvements de janvier 2021 à mars 2024, on a eu 92 prélèvements pour 34 patients qui étaient conformes dans 62% des cas, avec une MRD négative dans 98% des cas, dont 7% avaient rechuté, 93 étaient en rémission, et le 2% qui étaient positifs ont tous rechuté. Pour la population pédiatrique, donc en post-induction, on a inclus 104 enfants. Donc, comme je vous ai dit, donc bientôt, en fait, le recul va nous permettre bientôt de faire donc d'évaluer notre réponse thérapeutique par rapport aux résultats de la MRD. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Donc, qu'en est-il donc de MRD des LALT? Pareil, donc on voulait établir notre panel donc pour les LALT. Donc, dans la littérature, elle est très peu décrite, elle est vraiment pauvre cette littérature. Donc, les blastes T ont le même phénotype que les précurseurs T. Donc,
pareil, le challenge, c'est de différencier les blastes T des hématogones. Donc, on se base sur quoi? Donc, on se base sur l'absence d'expression du CD3 à la surface contrastant avec un CD3 en intracytoplasmique, la présence de TDT et de CD34, mais vous savez très bien que la LALT sont plutôt des R+34 neg, la surexpression du CD7, le CD99, donc quand il est là, on est vraiment plus à l'aise. Donc, il est présent dans notre panel au diagnostic. On est plus à l'aise parce qu'on l'implique dans la MRD et surtout, il n'est pas modifié par le traitement. Et aussi, on est beaucoup plus à l'aise quand on a l'expression aberrante de marqueurs myéloïdes comme le CD13 réputé présent dans 19% des LALT, le 33 dans 32%, le CD117 aussi, quand il est là, on est conforté, et le CD79A, il est rarement là, donc rapporté dans 10% des cas. Voilà, donc tout ceci est résumé aussi au niveau de ce tableau, donc où les backbone markers pour la MRD des LALT, donc on a le CD2, 3, donc le CD5, CD7, le CD4, 8, 34, 45, 99 et le 1A avec les marqueurs additionnels. Donc nous, pour donc le suivi de la MRD dans notre centre, on a donc, je vous ai dit qu'on travaille avec un cytomètre 8 couleurs, donc on a 4 marqueurs qui sont fixes, c'est-à-dire on a le CD45, le CD3 à la surface, le CD3 en intracytoplasmique et le CD7 qui sont toujours là au niveau de notre tube de suivi de MRD. Et pour les 4 autres places, on les adapte à chaque phénotype. Donc, à chaque phénotype initial des blastes. Donc, à chaque fois que le 99 est là, on le met, ça nous aide. Et donc, pour les autres marqueurs, tout dépend du phénotype initial du patient. Vu donc qu'il n'y a pas de tube standardisé, même par l'Euroflow. Donc, là, par exemple, je vous montre donc cet exemple donc, où, donc, pour faire la différence entre blast et hématogone, c'est toujours la limite, elle est très réduite. Donc ici, pareil, donc la population bleue, c'est la population blastique, donc blast malin, et la population rouge, c'est la population de précurseurs T. Donc CD45 faible, on a ici, on remarque l'expression du CD3 en intracytoplasmique par les blastes malins, tandis qu'il n'exprime pas en ordonnée le CD3 à la surface. On remarque ici que les blastes, la population bleue, donc surexprime le CD7, donc en abscisse. Ici, on est très content par ce dot plot-là. Pourquoi? Parce qu'on a la double négativité CD4, CD8. À chaque fois que le phénotype donc, initial des blastes donc, et cette double négativité, on est beaucoup plus à l'aise pour le suivi de la MRD, parce que ça nous permet vraiment de différencier hématogone de blastes malins. Bien sûr, aussi la présence de marqueurs myéloïdes, que ce soit le CD117 ou bien le CD33, on est conforté donc par leur présence, mais attention, on ne sait pas comment ces marqueurs évoluent au cours de la thérapeutique. Donc voilà, donc en conclusion, la cytométrie en flux est une technique sensible pour le suivi de la MRD, donc qui offre une sensibilité à 10 puissance moins 4, pouvant même aller jusqu'à 10 puissance moins 5. Elle est applicable dans plus de 90% des cas. C'est une technique qui présente des avantages, donc étant rapide, étant relativement moins coûteuse que les autres techniques, et en se basant sur le concept different from normal, on peut même faire le suivi des patients dont on n'a pas le phénotype initial, mais quand même, on préfère toujours avoir le phénotype initial chez nous, rien que pour l'intensité d'expression des marqueurs, des antigènes. Donc, mais elle présente quand même des limites. Limite, c'est la sensibilité de la technique. Il faut avoir donc un prélèvement qui est riche, un bon nombre d'événements acquis. Ça nécessite donc un prélèvement qui est frais et donc bien sûr une expertise dans l'interprétation des résultats. Pour la standardisation, pour les LALB, c'est standardisé par l'Euroflow. Pour les LAM, juste une petite parenthèse, pour les LAM, l'ELN 2022, donc il y a des recommandations qui sont publiées, c'est en cours de standardisation, et pour les LALT, c'est un peu donc adapté au phénotype initial du patient. Donc, alors, les perspectives,
on est toujours dans l'amélioration, améliorer la sensibilité de notre technique, donc par l'amélioration en fait du prélèvement, par l'acquisition de la technique de lise en masse. Donc, et là, donc c'est commandé chez nous et on va bientôt l'avoir. Donc, et donc aussi par la technique semi-automatique, donc semi-automatisée de la cytométrie en flux avec le préparateur d'échantillons pour être vraiment dans le standardisé, et pourquoi pas donc la NGF avec donc l'intelligence artificielle pour l'interprétation des résultats, pour revenir à la présentation d'hier. Pourquoi pas? Donc voilà, donc je remercie tous les membres de mon équipe et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Bellekhel, pour cette excellente présentation et pour ce partage d'expérience. Je laisse les questions peut-être à la fin des présentations. Et on invite Madame... C'est pour après les questions? Après les questions, ouais. D'accord. C'est comme vous voulez, c'est pour après les... Bon, je pense après, à la fin des présentations. Donc, maintenant, j'invite Madame professeur Oukache. Ah oui. Son adjoint. Pour... nous parler de son expérience dans les MRD, dans les LAE, l'expérience du laboratoire d'hématologie biologique de l'hôpital Ibn Rushd de Casablanca. On vous la parole. Merci. Donc bonjour, permettez-moi de vous rapporter l'expérience du laboratoire d'hématologie du CHU de Casablanca concernant la MRD dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc la maladie résiduelle, actuellement appelée maladie résiduelle mesurable parce qu'on arrive à la quantifier, et se définit par la persistance dans le tissu examiné de cellules malignes en dessous du seuil de détection des techniques conventionnelles. Donc, elle permet d'évaluer l'efficacité individuellement de la réponse thérapeutique, de prédire le risque de rechute et permet d'adapter la prise en charge thérapeutique. Dans la LAL, la maladie résiduelle est actuellement protocolaire. Elle est un facteur pronostic majeur qui permet de guider le choix thérapeutique. Donc, dans l'évolution de la masse tumorale dans les leucémies, même après une induction, quand on obtient une rémission hématologique, il peut persister toujours 10 à la puissance 9 jusqu'à 10 à la puissance 10 de cellules malignes quand on évalue avec des méthodes conventionnelles, ce qui impose le passage vers une méthode plus sensible qui est la maladie résiduelle. Donc actuellement, la maladie résiduelle n'est actuellement pratiquée au Maroc qu'au niveau du laboratoire d'hématologie du CHU de Casablanca. La MRD dans la LAM a été validée dans le cadre d'une thèse de doctorat qui a été encadrée par professeur Bencheref, qui est hématologue et professeur agrégé au laboratoire d'hématologie, et par professeur Oukache, qui est hématologue et chef de service du laboratoire d'hématologie de Casablanca. Elle est désormais standardisée depuis 2 ans avec une sensibilité de 10 à la puissance moins 4. Et actuellement, dans le cadre d'un sujet doctoral également, nous réalisons une étude de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës lymphoblastiques chez la population pédiatrique. Ce choix se justifie par la fréquence élevée des LAL chez les enfants, le taux élevé de la rémission observée, ainsi que la bonne adhésion au traitement. Donc pour cela, nous avons réalisé une étude prospective étalée sur 3 ans et 5 mois, depuis 2020 jusqu'à 2023, réalisée au niveau du laboratoire d'hématologie du CHU Ibn Rushd de Casablanca, en collaboration avec le service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital mère et enfant du même CHU. Nous avons inclus tout patient LAL atteint de moins de 15 ans, dont le diagnostic et le suivi a été fait au même laboratoire du CHU, en rémission après l'induction et la consolidation. Les patients ont été traités par une chimiothérapie séquentielle selon le protocole national MARAL 2006. Nous avons réalisé un prélèvement médulaire de 1 à 2 ml. On a insisté pour que le prélèvement soit réalisé avant le frottis médulaire pour éviter toute hémodilution. Le point de suivi a été le J33 en post-induction et le J78 en post-consolidation.
Le cytomètre qu'on a utilisé était de type Navios de chez Beckman Coulter à 6 couleurs et de laser. Donc, la détection de la MRD passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons procédé à une standardisation du cytomètre pour une bonne analyse immunophénotypique. Les BuildFlow7 Pro ont été utilisés pour régler les voltages de photomultiplicateurs afin de cibler la valeur de MFI pour chacun des fluorochromes adaptés. Nous avons utilisé un échantillon de sang normal pour régler les voltages de FSC et SSC. Par la suite, une compensation par les cytocamp CellKit et le QuickCamp et avec une surveillance journalière de la performance de l'instrument par débit de FlowCheck Pro. Donc, le panel choisi pour l'évaluation de la MRD doit nous permettre de différencier les cellules normales des cellules leucémiques, de classer la LALB selon la classification EGIL, de répondre aux recommandations ELN MRD 2017 et Altogether au suivi. Elle doit permettre de détecter plus de 90% des LAIP dans les LAL et de tenir compte de la modulation immunophénotypique au cours du traitement. Donc, en réponse à ces critères, nous avons choisi le panel suivant, avec le CD10, le CD38 et le CD19 comme backbone et sélection des hématogones, le CD19 comme marqueur de lignage, le CD58, le CD66, le CD86 et le CD73 comme des LAIP de type surexpression, le CD81 comme LAIP de type sous-expression et le CD13 et CD33 comme des LAIP de type infidélité de la lignée. Afin de déterminer le profil immunophénotypique des hématogones et de déterminer si les blastes B expriment d'autres marqueurs considérés comme aberrants, nous avons procédé à l'analyse de moelles témoins des patients atteints de thrombopénie immune, d'anémie mégaloblastique, tout en évitant les moelles infiltrées par les érythroblastes ou contenant des débris cellulaires. Après, le SPIKE nous a permis de déterminer la sensibilité et de valider la spécificité de notre protocole. La réalisation du SPIKE a consisté en un mélange en une gamme de dilution de blastes leucémiques dans un échantillon témoin. Nous avons réalisé un mélange d'une moelle d'un patient LALB dont le phénotype est connu avec le sang d'un patient LMC connu non blastique. Après, nous avons mesuré le pourcentage de blastes leucémiques dans chaque dilution jusqu'à atteindre 0% avant de procéder à l'analyse immunophénotypique. Donc, pour l'évaluation de l'hémodilution dans notre étude, elle a été évaluée par l'étude cytologique du frottis médulaire, mais également par la formule de Broman, avec un pourcentage de plus de 70% qui confère à la moelle un caractère de pureté et elle est donc interprétable. Cela veut dire que plus le pourcentage est élevé, moins l'échantillon de moelle est contaminé par le sang. Par contre, si le pourcentage était inférieur à 40%, dans ce cas, la MRD est dite ininterprétable. Donc, pour l'acquisition au diagnostic, on a eu au moins 10 000 cellules par tube, avec au suivi au moins 500 000 cellules pour répondre aux recommandations de l'ELN MRD 2017, avec une sensibilité à la 10 puissance moins 4. Et plus le nombre de cellules analysées est important, plus la sensibilité va augmenter. Nous avons opté dans notre stratégie avec une double stratégie d'analyse qui comprend et le suivi des LAIP mis en évidence au diagnostic au sein du même laboratoire et les DFN ou Different from Normal qui sont des nouveaux marqueurs aberrants mis en évidence dans le suivi. Et cette deuxième approche ne nécessite pas que le prélèvement soit réalisé dans le même laboratoire. Donc, pour nos résultats, l'analyse de nos moelles témoins, il a montré que le taux d'expression d'aucun des LAIP n'était considéré comme significatif, ce qui rend la détection de la MRD bonne et les LAIP spécifiques avec un écart type inférieur à 1,2. La linéarité dans notre étude, on a pu obtenir une linéarité correcte avec une pente de la droite qui était de 0,72 et un coefficient de corrélation de 0,79. En ce qui concerne les caractéristiques clinico-biologiques de patients, nous avons pu colliger 40 patients LALB avec un âge médian de 6 ans et un sexe ratio de 1,16. La tranche d'âge la plus représentée était celle entre 1 et 10 ans, avec cliniquement un syndrome tumoral qui était présent chez tous les patients et un syndrome anémique qui était présent chez 28% des patients. L'hyperleucocytose majeur a été noté chez 15% de nos patients. En ce qui concerne l'évaluation de la MRD, la pureté de la moelle a été supérieure à 70% chez 31% des cas. Ces prélèvements sont considérés comme purs et la MRD est interprétable. Par contre, nous avons noté que 8 patients de nos moelles avaient une pureté intermédiaire, manifestée par une moelle légèrement hémodiluée avec présence d'agrégats plaquettaires au myélogramme. Au cours de l'évaluation de la MRD, le nombre d'événements acquis au cytomètre était supérieur à 100 000 leucocytes.
Ce qui concerne les caractères immunophénotypiques, nous avons observé que le marqueur de sous-expression CD81 faible a été retrouvé chez 80% de nos patients. Le switch phénotypique a été observé chez 40% des patients, avec principalement une perte d'expression d'antigènes, c'est 40%. Ce qui nous a permis de voir ce résultat, c'est qu'on a pu faire le diagnostic dans le même laboratoire que le suivi. Donc, pour les résultats, actuellement, notre étude est toujours en cours, avec jusque-là une MRD positive qui a été présente jusqu'à 52% des cas et une MRD négative chez 48% des patients. Donc, pour conclure, l'analyse de la MRD par cytométrie en flux est une technique qui est complexe, nécessitant une optimisation d'analyse, une analyse d'un grand nombre de cellules. C'est une technique qui nécessite beaucoup d'expérience et beaucoup de moyens. Notre nombre réduit d'échantillons ne nous a pas permis de corréler les résultats de la MRD et de faire le suivi des patients. Notre étude est toujours en cours. Notre but, c'était surtout de valider la technique. Donc, actuellement, la sensibilité augmente avec les performances techniques des nouvelles générations. L'ELN recommande l'utilisation de 8 couleurs pour une évaluation plus spécifique. Au laboratoire, nous disposons actuellement d'un cytomètre de dernière génération avec 10 couleurs et 3 lasers. Notre technique était validée sur le cytomètre et 6 couleurs et on va la switcher vers le nouveau cytomètre. Donc, c'était notre expérience du laboratoire pour valider et standardiser la MRD au Maroc. Je laisse la parole à Dr Hermite pour nous donner son avis sur le panel et nous dire si on est sur la bonne voie pour la standardisation de la MRD dans la LAL au Maroc. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et je cède la parole immédiatement à notre cher ami, le docteur Ludovic L'Hermite. Le docteur Ludovic L'Hermite est maître de conférence à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, spécialisé dans la caractérisation biologique de ces véhicules lymphoblastiques T et leur suivi, membre de l'Euroflow, fondateur de France Flow et membre du conseil de CITEM. Donc Ludovic, à vous la parole pour nous parler de la maladie résiduelle dans la LAL. Merci. Très bien, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, j'aimerais faire 2 disclaimers. Donc, le premier, c'est que j'aimerais remercier tout le comité d'organisation pour l'invitation et l'exceptionnel accueil et organisation à ce congrès. Donc, je suis très heureux d'être ici et de revenir parmi vous, surtout dans le contexte actuel. Le deuxième disclaimer, c'est que je pense que ma présentation va être partiellement spoilée, c'est-à-dire vu la qualité des présentations qui m'ont précédé, je vais faire quelques éléments de redite, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous donner des éléments supplémentaires. Donc j'aimerais saluer la qualité des travaux qui ont été menés au Maroc et en Tunisie. Donc, comme l'a dit le professeur Belmeki, je suis médecin biologiste, donc je n'ai pas d'expérience clinique. Donc, pour les cliniciens d'entre vous, je vous rassure, je vais essayer de faire une présentation assez générale, peu technique, pour vous donner une vue d'ensemble sur ce qu'est l'état de l'art de la maladie résiduelle, en particulier dans les LAL, mais pas que, en 2024, ou du moins tel qu'on la pratique, avec à la fois l'état de l'art tel qu'il est rapporté dans la littérature et quelques visions peut-être un petit peu plus personnelles. Alors ça c'est le laser, pardon. Voilà. Alors, on va prendre les leucémies aiguës lymphoblastiques comme modèle tout le long de la présentation, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 déterminants pronostiques qui sont absolus. Ce sont les 2 principaux. Le premier, c'est la biologie de la tumeur au diagnostic. Donc, sa caractérisation est essentielle. Savoir si une LALB est Phi+ ou Phi- est absolument décisif pour le pronostic et donc la stratification thérapeutique après. Et le deuxième élément, c'est la réponse au traitement qui est évaluée notamment et principalement, on va dire, par l'évaluation de la maladie résiduelle qui va être notre sujet aujourd'hui. Mais je tiens quand même à parler un petit peu de la biologie de la tumeur parce que ça a son importance pour exprimer la complémentarité des 2 outils et des 2 caractérisations biologiques. Je vais prendre les LALT comme modèle principal puisque c'est mon cœur d'expertise, mais et que par simplicité aussi, puisque vous savez que finalement la stratification pronostique des LALT par la caractérisation biologique au diagnostic est assez simple.
Elle est moléculaire, et purement moléculaire, elle n'est pas phénotypique, elle n'est pas cytogénétique. Et finalement, en séquençant 5 gènes, on peut établir un classifier moléculaire. Donc là, il y a les 5 gènes et ici, le classifier moléculaire qui permet de définir 2 groupes. Un groupe en bleu de pronostic favorable et un groupe en jaune de pronostic défavorable, ce qui va être décisif et qui est dans le protocole Graal 2014 stratifiant au niveau thérapeutique. Le deuxième élément, c'est bien entendu la maladie résiduelle, et je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que ma présentation était spoilée, puisqu'on a les mêmes diapositives. Mais c'est important pour donc évaluer le degré, la profondeur de la réponse sous traitement, pour voir si on a bien une éradication de la maladie, non pas simplement au seuil de 5% ou de l'ordre du pourcent, comme on le fait par la cytologie et l'établissement de la rémission complète, mais à un niveau bien plus profond, de 10-4, voire même 10-5 ou même 10-6, pour voir si on a une éradication de la maladie dont on fait l'hypothèse qu'elle va être associée à un bon pronostic, ou si elle sera beaucoup moins importante et encore détectable, et ce qui va nécessiter une adaptation thérapeutique, ou bien si on a une disparition de la maladie, une réémergence, pour faire un diagnostic précoce de la rechute à un niveau moléculaire. Ce n'est pas une rechute clinique, mais c'est une rechute moléculaire, voire même établir un traitement préemptif pour traiter dès le début de cette rechute moléculaire. Alors, je ne vais pas insister longuement en tant que non-clinicien sur le pourquoi, l'importance de cette évaluation de la maladie résiduelle. Je pense qu'il y a pléthore de littérature que vous connaissez bien là-dessus, mais tant dans les protocoles pédiatriques que dans les protocoles adultes, il y a la démonstration que, en termes de survie globale, le fait d'avoir une maladie résiduelle positive en fin d'induction en MRD1 est associé à un pronostic bien plus péjoratif qu'à une MRD indétectable. Et c'est vrai également en incidence cumulée de rechute, puisque plus le niveau de la MRD est élevé, plus c'est associé à un risque important de rechute. Donc finalement, la MRD va être important pour la prédiction de la rechute et le pronostic en termes de survie globale. C'est un outil de stratification thérapeutique qui permet la médecine personnalisée, puisqu'on l'évalue pour chaque patient et qui permet un ajustement du traitement pour chaque patient au niveau individuel. Et ce qui est important comme notion que j'aimerais souligner, c'est que c'est un paramètre qui est totalement indépendant de l'oncogénétique intrinsèque de la tumeur, donc de la biologie de la tumeur au diagnostic. C'est très vrai par exemple dans les LALT, où en fait je vous ai dit que le classifier moléculaire était prédictif du pronostic à long terme, de la survie globale à 5 ans, mais ce n'est absolument pas une indication à l'allogreffe. Seule la maladie résiduelle a un impact pour décider de l'allogreffe. Donc ce sont vraiment 2 paramètres indépendants et qu'il faut mesurer tous les 2 et qu'il faut intégrer tous les 2 pour la stratification thérapeutique. Alors quelques questions à résoudre maintenant. Qui, quand, quoi, où, comment faire de la maladie résiduelle? On va commencer par les questions simples. Quand évaluer la maladie résiduelle? Je pense que maintenant c'est assez bien codifié, en tout cas dans les LAL. Dans les LAL, c'est la MRD1 de post-induction, donc J35 ou J29 selon les protocoles. Et le deuxième point, éventuellement en post-consolidation, en J60 ou en J75, voire J78. Beaucoup mesurent le J15, qui pour l'instant n'a aucune valeur décisionnelle dans la stratification thérapeutique. Ça fait appel à la pente des blastes, ça a été rapporté dans les années 80, mais c'est pour l'instant très écrasé par la MRD en fin d'induction, qui est vraiment le paramètre le plus important associé à la MRD en post-consolidation en cas de positivité en MRD1. Et puis éventuellement, la question se pose pour les suivis ultérieurs. Après la MRD2, doit-on suivre plus loin régulièrement la maladie résiduelle? Ce n'est absolument pas documenté. Il n'y a pas de preuve en faveur de ça. Je pense qu'au-delà de la MRD2, ça ne doit plus être de la maladie résiduelle, ça doit être du dépistage de rechute en cas de point d'appel clinico-biologique. Donc ça ne sert à rien de répéter les points, et il faut se concentrer et faire bien sur la MRD1 et la MRD2. Ensuite, où évaluer la maladie résiduelle? Ça, c'est une grande question, parce que doit-on le faire dans le sang ou dans la moelle? Si on le fait dans les deux, ça double les analyses. Donc ça fait un volume pour le laboratoire qui est important, un coût pour la prise en charge de soins qui est non négligeable. Donc vraiment, la question se pose, doit-on faire le sang ou la moelle? Alors c'est assez intéressant parce que vous voyez que
sur les LALT, finalement, sang et moelle, c'est à peu près autant informatif l'un que l'autre. C'est ce qui est aussi représenté ici, avec peut-être un niveau un peu plus élevé dans la moelle que dans le sang. Mais il y a aussi des cas où il y a une positivité de la MRD dans le sang et pas dans la moelle. À l'inverse, dans les LALB, vous voyez que la moelle est toujours plus informative que le sang et toujours à un niveau plus élevé. Alors ça illustre bien la biologie de ces deux maladies. La LALB, qui est une maladie à point de départ médulaire, quand elle va rechuter, récidiver, ça va toujours repartir d'abord de la moelle, qui sera la première à se positiver et la plus hautement positive. À l'inverse, la LALT, qui est à point de départ médulaire ou thymique, peut tantôt repartir de la moelle ou tantôt repartir du thymus avec une positivité d'abord du sang avant la moelle. Néanmoins, c'est quand même par argument de fréquence la moelle qui est la plus informative. Donc dans les recommandations, c'est la moelle et uniquement de la moelle dans les LALB et c'est la moelle dans les LALT, mais il n'est pas inconvenant de faire une évaluation du sang également dans les LALT, le cas échéant. Alors maintenant, on en vient à comment faire la maladie résiduelle. Comment rechercher cette aiguille dans la botte de foin, puisque finalement, on doit accéder à des événements rares. Alors, il y a deux standards principaux sur lesquels je vais m'étendre. Le premier, c'est la biologie moléculaire. Alors ça, c'est vraiment le standard européen. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un énorme effort de standardisation sous l'impulsion des Hollandais, de Jacques van Dongen, qui a été fait en Europe, pour établir une vraie standardisation, une vraie évaluation de la maladie résiduelle de manière homogène sur tous les centres européens. Et puis on va le voir, ça reste le gold standard parce qu'on va identifier une cicatrice immunologique, une vraie particularité dans l'ADN des lymphoblastes, qu'ils soient B ou T, et qu'on va pouvoir suivre au décours du traitement et qui est robuste. Alors, comment fait-on ? Vous savez que pour faire un récepteur à l'antigène qui soit B ou T, il faut faire de la recombinaison VDJ, et donc il va y avoir choix parmi plusieurs segments V, plusieurs segments D et segments J, d'un seul segment V, D et J qui vont se combiner entre eux. Et donc c'est la diversité combinatoire. Et au moment de ce réarrangement, il va y avoir aussi addition ou excision de quelques nucléotides au niveau de la jonction qui va créer une diversité jonctionnelle et qui va créer la signature unique du lymphoblaste. Qu'il soit physiologique, c'est un processus qui est totalement physiologique, donc qu'il soit physiologique ou qu'il soit pathologique. Et donc ça, c'est cette cicatrice immunologique qui est absolument unique qu'on va essayer de tracer. Alors ça, c'est responsable bien évidemment de la diversité, sur ce diagramme de Kaba-Evu qui est maintenant bien célèbre, de la diversité au niveau de la région complémentaire de l'antigène pour créer un répertoire très varié de récepteurs à l'antigène. Et comment on va l'utiliser ? Eh bien, on va détecter ces clones, on va les découper, les séquencer, et on va visualiser ici en brun le segment V, en vert le segment D et en bleu le segment J, et puis l'ajout ou l'excision de nucléotides ici en rouge, et c'est ça la séquence qui est absolument unique et que l'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va établir cette séquence pour chaque leucémie, donc c'est vraiment une stratégie diagnostique qui est totalement adaptée au patient et unique au patient, qui lui est propre, c'est standardisé dans la procédure, mais l'outil qui est utilisé est chaque fois designé pour chaque patient. Et on va pouvoir designer un primer clonospécifique, ce qu'on appelle un AGO, un anti-junction oligonucléotide, qui sera spécifique de la leucémie du patient. C'est ça que l'on fait au diagnostic. Donc on design le primer d'AGO qu'on va pouvoir suivre au décours du traitement par RQ-PCR pour évaluer la maladie résiduelle. Alors cette étape est relativement longue, elle est laborieuse, mais elle est considérablement améliorée par la venue du NGS qui permet d'avoir un débit beaucoup plus important, beaucoup plus facile pour le design des AGO, même si à l'heure actuelle, on ne fait pas à proprement parler l'évaluation de la maladie résiduelle par le NGS, mais toujours par RQ-PCR. Alors le deuxième standard, c'est celui de la cytométrie en flux. Donc ce n'est pas une technique non standard, c'est juste un standard différent. Il faut savoir qu'en Europe, on utilise le gold standard mondial, on va dire, est la MRD moléculaire. C'est celui qui est largement utilisé en Europe,
Mais les Américains, à titre d'exemple, utilisent relativement peu la MRD moléculaire et utilisent énormément la cytométrie en flux. C'est pour ça qu'il y a eu des efforts importants pour développer cet outil et essayer de développer des panels harmonisés, voire standardisés, même si le degré de standardisation à l'heure actuelle n'est pas aussi poussé que celui que l'on peut avoir dans la MRD moléculaire. Mais ça présente quelques avantages parce que c'est un outil qui est rapide, qui est facilement accessible, qui n'est pas très cher, et donc ça présente tous ces avantages-là pour l'évaluation de la maladie résiduelle. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous faire quelques rappels sur la cytométrie. Je me suis dit que ça pourrait faire du bien à certains cliniciens. Donc, le principe de la cytométrie est assez simple puisqu'il consiste à faire passer les cellules en file indienne devant des sources lumineuses, un ou plusieurs lasers, et à interroger chacune de ces cellules. Donc, c'est vraiment une analyse single cell. Et tout se passe comme si c'était les conscrits qui passaient devant le chef militaire au moment du service militaire, où on va interroger chaque individu, chaque cellule sur des paramètres morphologiques et surtout sur des expressions antigéniques. Alors, ces expressions antigéniques sont, comme il a été présenté, mesurées par des anticorps monoclonaux, donc c'est-à-dire un anticorps dirigé contre un antigène, un CD, et couplé à un fluorochrome. Et ça, c'est nos crayons de couleur. Et on a plein de couleurs. Et ça a son importance de revenir à la technique. Alors, si ça veut bien passer, ça ne veut pas passer. Ça passe. Donc, on a plein de crayons de couleur. Donc, on peut colorer la cellule avec différents marqueurs. Vous avez vu des exemples précédemment, de 6, 8 couleurs, voire plus. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que ça a été un vrai défi technique, parce que ce qu'on va mesurer, ce sont des bandes passantes de couleurs, et il n'est pas forcément évident d'un point de vue physique de distinguer le bleu du vert, le vert du jaune, le jaune de l'orange, l'orange du rouge, etc. Donc on ne peut pas non plus cumuler les couleurs de manière indéfinie. Et ça a son importance pour l'ouverture sur la perspective. Et donc, on passe ces cellules marquées avec les anticorps dans un cytomètre. J'ai besoin aussi de disséquer l'anatomie de cytomètre pour vous dire qu'il y a une partie qui est fluidique, qui permet d'amener les cellules en file indienne et de la présenter au deuxième module, qui est le module optique, qui est l'excitation par la source lumineuse et la collection des longueurs d'onde qui vont être séparées par un système de miroir optique. Et ce signal lumineux va être collecté par des photomultiplicateurs qui ont pour mission de convertir le signal photonique en signal électronique. Et ce signal électronique est traité par le dernier module, qui est le module électronique, qui est simplement un ordinateur, et qui va permettre l'interprétation des résultats. Donc 3 modules. Et ça, c'est important parce que sur ces dernières décennies, à bas niveau, pas comme au niveau moléculaire, qui a été très bruyant avec l'arrivée du NGS, eh bien, il y a eu une révolution technologique qui a été progressive mais très significative, puisque vous avez vu que finalement, il y a eu des progrès sur la fluidique qui permettent d'acquérir beaucoup plus d'événements qu'avant et de manière beaucoup plus rapide. Ce qui, associé à l'informatique, permet une processivité de ces événements beaucoup plus fluide. Et puis des progrès énormes aussi sur l'optique, et j'y reviendrai, tant sur les lasers que sur les fluorochromes, si bien qu'on élargit le portefeuille de ces couleurs que l'on peut utiliser pour marquer les cellules. Si bien que, en l'espace de quelques décennies, on a multiplié par 5 notre capacité de couleurs. Et ça, c'est absolument majeur. Ça, c'est décisif parce que c'est ça qui nous permet la détection d'événements rares. C'est ça qui nous permet de faire la maladie résiduelle. Et c'est ça qui nous permet d'accéder à la maladie résiduelle individuelle pour chaque patient. Parce qu'aucune leucémie ne va se ressembler. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui soit à la carte. Et pour ça, il faut pouvoir poser beaucoup de questions à la cellule. Et le secret, pour pouvoir poser beaucoup de questions, c'est d'avoir beaucoup de marqueurs. Alors, pourquoi c'est important ? C'est modélisé dans ce modèle mathématique. Si vous n'avez qu'un marqueur, vous ne pouvez identifier que 2 populations. C'est oui ou non. Okay ? Si vous avez 2 marqueurs, vous pouvez avoir 4 populations, etc. Donc, plus vous avez de marqueurs, plus vous avez de populations identifiables potentiellement, définies par 2 puissance n, n étant le nombre de fluorochromes que vous avez. Et ça, c'est important parce que quand vous faites de la maladie résiduelle, par exemple dans la leucémie aiguë lymphoblastique B, vous allez poser des questions. La première question, c'est, vous allez demander à la cellule, est-ce que tu as un leucocyte ? Oui, non. Si tu as un leucocyte, est-ce que tu as un lymphocyte ? Oui, non. Si tu as un lymphocyte, est-ce que tu es B ou pas B ? Oui, non. Si tu as un lymphocyte B, est-ce que tu es
immature ou mature. Et enfin, la grande question, qui est le nerf de la guerre depuis le début des présentations ici, c'est si tu as un lymphocyte B immature, est-ce que tu es normal ou pathologique? Est-ce que tu as un hématogone ou est-ce que tu as un blast? Donc ça, c'est absolument majeur et je tenais à insister dessus parce que c'est très important pour les évolutions du futur. Et ça nous permet à l'heure actuelle d'établir une carte d'identité phénotypique de la tumeur qui est assez poussée. Alors, quels marqueurs on va identifier? On vous a présenté différents CD. Moi, je vais les regrouper de manière assez généraliste en 3 catégories. La première catégorie, c'est l'identification de marqueurs. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle des LAP ou des LAIP, donc des phénotypes associés à la leucémie. Alors, première catégorie, c'est l'expression aberrante de marqueurs. Donc ça, c'est la catégorie qu'on adore parce que... en voici un exemple. Vous avez ici une population lymphoblastique qui exprime à la fois le 19 et le 33. Donc le 19 est un marqueur lymphoïde B et le 33 est un marqueur myéloïde. Et là, vous avez coexpression à la fois d'un marqueur lymphoïde B et d'un marqueur myéloïde. C'est donc une chimère. Et une chimère, ça n'existe pas à l'état physiologique. Donc, c'est forcément pathologique. Donc ça, c'est simple. Le problème de ce type de situation, c'est que ce sont des marqueurs qui souvent sont rares et instables. Toutes les LALB ne sont pas CD33, loin s'en faut. C'est surtout les LALB-Fi+, qui certes chez l'adulte peuvent représenter 30% des cas, mais ce n'est pas le commun. Et puis en plus, la LALB-Fi+, c'est quand même celle qu'on suit le plus simplement du monde par voie moléculaire. Donc il nous faut une deuxième catégorie de marqueurs. La deuxième catégorie de marqueurs, c'est l'asynchronisme d'expression. Alors là, ça va être beaucoup plus puissant, mais ce n'est pas forcément hyper fréquent. Alors pour vous l'illustrer, c'est une partie peut-être un petit peu plus difficile, mais en fait, physiologiquement, le développement lymphoïde B est caractérisé par une cinétique extrêmement précise, orchestrée de l'expression des différents marqueurs. Donc ici, vous avez différents marqueurs qui sont présentés, qui sont caractéristiques du développement lymphocytaire B, et vous voyez qu'ils apparaissent pour disparaître et d'autres apparaissent plus tardivement. Et à titre d'exemple, vous avez le CD34 et la TDT qui sont des marqueurs d'immaturité, qui disparaissent au stade les plus matures. Et puis le CD20, à l'inverse, qui est une molécule qui est associée au récepteur à l'antigène, donc nécessairement va apparaître tardivement dans le développement lymphocytaire B, et qui est donc un marqueur de maturité. Et vous voyez qu'on ne peut pas co-exprimer à la fois un marqueur d'immaturité et un marqueur de maturité. D'accord ? Donc, on va utiliser ça parce que c'est une caractéristique. On va connaître très précisément le développement lymphoïde B dans ces stades les plus immatures, ce qu'on peut faire aussi dans les stades après plus matures, au stade lymphocytique et pas seulement au stade lymphoblastique. Alors, je vous décris des stades discrets que l'on sépare. On aime bien définir des stades parce que c'est pratique. Mais bien entendu, ce ne sont pas des arrêts d'autobus, c'est un continuum développemental qui est exprimé, qui est illustré ici dans ce cube avec 3 expressions antigéniques. Mais en tout cas, quels que soient les marqueurs que l'on utilise, quel que soit l'angle de vue que l'on prend, on voit ce continuum phénotypique. Donc on définit des stades discrets, mais ce ne sont pas des étapes très précises, c'est un continuum. Toujours est-il que c'est là qu'intervient l'expertise d'un laboratoire qui fait de la MRD de LAL, c'est d'apprendre ces schémas développementaux au niveau phénotypique qui sont extrêmement rigoureux, extrêmement reproductibles, tant chez l'enfant que chez l'adulte, étant sur une moelle en steady state, c'est-à-dire à l'état basal, que sur une moelle réactive, réactionnelle ou régénérative. Donc c'est ici que se situe le cœur de l'expertise, de connaître la différenciation lymphoïde B pour ensuite définir ce qu'on appelle des empty spaces, c'est-à-dire des zones où on ne retrouve jamais la lymphopoïèse B physiologique. Donc ici, vous avez illustré sur les points gris la lymphopoïèse B physiologique, donc ce qu'on appelle les hématogones. Ici, en rouge, vous avez un exemple de LALB. Et ici, sur ces cercles gris, vous avez la théorie, c'est-à-dire les empty spaces, c'est-à-dire là où on n'est pas supposé retrouver de lymphoblastes physiologiques et là où on peut retrouver des lymphoblastes pathologiques. Donc ici, vous avez un exemple de LALB, donc vous voyez qu'elle correspond à l'empty space A sur ce dot plot TDT-CD10.
Ici, sur le plot CD, bon, je vais prendre celui-là, 34, 38, ça correspond à l'empty space A. Donc c'est ici que réside toute l'expertise. Et en pratique, ici un exemple, vous avez une LALB au diagnostic, avec illustré ici où on s'attend à voir les hématogones, et on voit très bien que cette population lymphoblastique B se situe en dehors de la zone de lymphopoïèse B physiologique. Donc ce plot-là, 45-10, en lui-même, va aussi représenter un LAIP. En situation de MRD1, ici, on voit bien qu'on n'a pas de blast ici dans l'empty space, alors qu'ici, on a apparition d'une rechute et donc réémergence de blast dans l'empty space sans lymphopoïèse B physiologique résiduelle. On peut le faire aussi ici. Ici, vous avez la coexpression du CD34 et du CD20. Donc je vous ai dit qu'elle était nécessairement pathologique puisque c'est la coexpression anormale d'un marqueur d'immaturité et de maturité. Alors qu'ici, en situation régénérative, on n'a plus de population doublement positive, mais on a vraiment un aspect d'abord marqueur d'immaturité, puis rien, puis marqueur de maturité. Et ici, ça donne un aspect en L comme l'ermite, comme je dis à mes étudiants pour qu'ils le mémorisent, qui est très caractéristique. Alors, je vous ai dit que ça appelle beaucoup d'expertise, ça ouvre aussi sur la voie du futur, c'est-à-dire s'il y a de l'expertise, s'il y a de la connaissance, s'il y a de l'apprentissage, comme on l'a bien entendu hier, maintenant il y a des outils pour ça. Il y a l'intelligence artificielle en particulier, et on peut entraîner des algorithmes pour leur apprendre à reconnaître ces schémas de lymphopoïèse B physiologique, leur apprendre à reconnaître une quantité absolument phénoménale de LALB ou de LALT, ça marche aussi avec quelle que soit la leucémie, et finalement leur apprendre cette expertise. On peut aussi envisager d'apprendre à l'algorithme, voilà ce que c'est le normal, voilà tout ce que c'est le champ des possibles pour la normalité, détecte-moi tout ce qui est anormal. Donc vous voyez que là, on ouvre une boîte de Pandore et que ça ouvre des perspectives pour l'avenir. Le présent, l'aujourd'hui, c'est l'expertise avec la reconnaissance des schémas physiologiques et la connaissance des principaux schémas pathologiques. Mais après, on pourra sans doute automatiser ce genre de procédure et donc standardiser l'outil de manière aussi robuste que la biologie moléculaire, certainement. Alors, tout ça, il y a déjà des tentatives, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré, c'est une approche multiparamétrique. On mesure plein d'antigènes sur la cellule. Et on peut faire une réduction dimensionnelle, c'est-à-dire tous ces paramètres, les amener en 2 dimensions. Et ici, vous avez le chemin physiologique de maturation. Ça, c'est en standard, en steady state. Sur une moelle régénérative, on a toujours une moelle qui est synchronisée, c'est-à-dire on a d'abord ça, et puis ensuite on va récupérer un schéma comme ça. Et puis, vous pouvez mettre par superposition vos lymphoblastes B physiologiques et voir où ils tombent. Et on voit très bien qu'ils tombent en dehors de ce chemin de maturation. Et ce chemin de maturation qui a une forme bizarre, vous pouvez dire que c'est la normalité. Et donc, vous allez le linéariser. Et c'est ce qui est présenté ici. Vous le linéarisez sur une ligne droite. Et tout ce qui est en dehors de cette ligne droite, plus ou moins 2 déviations standards, sera considéré comme anormal. Et donc là, vous accédez potentiellement à une approche standardisée, informatique, de la reconnaissance des blasts, donc qui vous permet aussi une quantification certainement plus robuste et plus sensible. Alors, le troisième, puisque j'ai fait une digression quand même longue sur la cinétique de différenciation, le troisième, c'est quand même la situation la plus fréquente, qui est la modulation d'expression antigénique. Alors, je vous ai présenté ce cas-là tout à l'heure, que je vais étendre un tout petit peu. On peut regarder aussi d'autres marqueurs. Alors, on va regarder ici le CD58. CD58, c'est un marqueur qui n'est pas exprimé par la lymphopoïèse B physiologique. Et vous pouvez avoir une uprégulation de ce marqueur qui est anormal. Alors, il n'est pas exprimé ou exprimé à un faible niveau, mais ici, vous avez une forte expression du CD58. Donc, les hématogones, on s'attend à ce qu'ils tombent ici, et le CD58 ici est fortement exprimé. Là, en situation régénérative, on retrouve bien nos hématogones, et ici, en rechute, on retrouve bien notre population qui a surexprimé le CD58. Donc ça, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, mais, et il y a un mais, tout n'est pas aussi simple. Et c'est là qu'interviennent les limites de la technique. La première limite, c'est qu'en fonction des sous-types de LAL, on va avoir plus ou moins d'informativité. Si par exemple, on prend les LALB MLL, elles sont très fréquemment CD10-,
Et en fait, souvent sur ces LAL, il y a peu de marqueurs informatifs. Donc c'est vraiment une catégorie de LAL qui est très difficile à suivre sur un plan phénotypique. Au contraire, par exemple, des LAL Phi+, où alors là, vous avez pléthore de marqueurs aberrants, et ça, c'est très facile à suivre par phénotypage. Un autre exemple, c'est la LALT TCR alpha-bêta. Une LALT TCR alpha-bêta, souvent, a très peu de marqueurs informatifs et ressemble, comme un frère, à des lymphocytes T matures. Donc c'est très difficile de faire la différence entre des lymphocytes T matures résiduels avec des lymphoblastes T TCR alpha-bêta. Donc ça aussi c'est une catégorie de LAL qui est difficile à suivre phénotypiquement. Et puis ensuite, il y a l'impact du traitement. Alors ça, c'est un aspect qui est très important, c'est que sous l'effet de la chimiothérapie et a fortiori des thérapies ciblées, eh bien, vous pouvez avoir une modulation antigénique. C'est sûr que si vous mettez dans une LALB qui exprime le CD20 un anticorps anti-CD20, vous allez avoir un masquage épitopique et du coup, vous avez une compétition entre l'anticorps thérapeutique et l'anticorps diagnostique et vous n'allez plus détecter l'expression du CD20 sur vos LALB. Pire encore, l'arrivée du blinatumomab, cet anticorps anti-CD19, qui là va masquer ou faire internaliser ou faire muter le CD19, si bien que l'épitope du CD19 qu'on utilise à visée diagnostique n'est plus détectable. Et là, c'est très difficile, parce que le CD19, c'est, d'après l'OMS, la signature de l'identité B d'un lymphocyte ou d'un lymphoblaste. Et si on n'a pas de CD19, on ne peut pas les guetter, on ne peut pas les analyser. Donc là, il y a des stratégies pour essayer de contourner ça, dont moi je dirais qu'elles sont encore de développement. Je ne dirais pas que ça y est, on a résolu le problème et on met sous le tapis, on a trouvé une solution. Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas encore totalement résolu. Disons qu'il y a des stratégies pour contourner ce problème, mais ce n'est pas encore la panacée. La maladie résiduelle phénotypique sous blinatumomab est extrêmement difficile à réaliser et manque de sensibilité. J'ai 40 minutes, hein, c'est ça, je suis dans les temps. Et puis ensuite, l'impact des stéroïdes. Alors les stéroïdes aussi ont un fort impact. Alors, toute LAL va avoir sa préphase de stéroïdes. Et les stéroïdes ont pour effet en particulier de donner un impact différenciant sur la LAL. Avec, eh bien, ici vous avez le diagnostic, ici vous avez le point post-induction. Vous voyez que vous avez une perte du CD34, donc la perte du marqueur d'immaturité, et à l'inverse, vous avez une augmentation de l'expression du CD20, donc un gain des marqueurs de maturation. Donc vous avez alors non pas un switch phénotypique, mais un shift phénotypique qui va changer un peu le visage du lymphoblaste B, qui va changer un peu de manteau et qui va être un petit peu plus difficile à reconnaître. Donc ça aussi, ça fait partie de l'expertise. Il faut connaître les marqueurs qui vont être très sujets à un shift phénotypique et ceux qui sont beaucoup plus robustes. Un système informatique qui a appris, qui a été entraîné, serait beaucoup plus robuste à ce genre de choses. Et puis, il y a encore d'autres pitfalls. Hein. Il y a l'hétérogénéité phénotypique. Alors, l'hétérogénéité phénotypique, elle est très bien illustrée ici. Ici, vous avez une LALT dont on voit déjà que sur le CD3 intracytoplasmique, il y a un certain continuum, ce qui est extraordinairement fréquent dans les LALT. Mais dans cette LALT qui est absolument exceptionnelle, vous voyez que sur simplement 3 marqueurs, on identifie 4 sous-populations leucémiques. Laquelle suivre ? Ou y en a-t-il qu'on ne voit pas aussi? Parce que vous avez toujours une population majoritaire et vous pouvez manquer la population minoritaire. Et manque de bol, c'est la population minoritaire qui peut réémerger. Hein? Donc ça aussi, c'est un peu un danger, c'est que l'hétérogénéité phénotypique peut être un handicap au suivi de la maladie résiduelle. Et puis, il y a plein d'autres difficultés. L'informativité intrinsèque, hein, aucune LAL se ressemble. Il y en a qui sont très informatives, d'autres qui le sont moins. Et puis, il y a aussi un impact du clinicien, enfin un rôle du clinicien qui est important dans la qualité du prélèvement. Hein, c'est d'essayer d'avoir un prélèvement qui soit le moins hémodilué possible pour avoir une bonne représentativité médulaire, qui soit riche et qui soit acheminé dans un délai qui soit important et qui soit compatible avec une analyse immédiate. Hein. Prélever une moelle pour une maladie résiduelle un vendredi après-midi, c'est une très mauvaise idée. Elle ne pourra pas être techniquée le vendredi, parce que c'est quelque chose qui est long, donc elle va rester sur la paillasse le week-end, elle va être traitée le lundi. Le lundi, on va voir que les cellules, les hématogones, parce que les hématogones sont relativement résistants, et puis les lymphoblastes B seront morts et on les verra pas. Donc là, il y a un rôle du clinicien pour faire un prélèvement de qualité et veiller à son acheminement rapide pour une analyse optimale au laboratoire. Alors finalement, ça aussi, ce tableau a été présenté précédemment. Donc vous voyez que la technique cytométrie ou la technique
RQ-PCR azospécifiques ont une informativité qui est globalement similaire, de plus de 90% dans les LALB et dans les LALT. Je n'en parle pas, mais on peut éventuellement parfois faire de la maladie résiduelle oncospécifique, mais c'est vraiment des indications qui sont très, disons, de niche. Alors, du coup, comment choisir? Qu'est-ce qui est le mieux, etc. Bon, alors à Necker, dans le laboratoire où je travaille, on a choisi de ne pas choisir, c'est-à-dire qu'on a choisi de faire les deux. Et je vais vous expliquer l'intérêt de ça. C'est que, en fait, les deux techniques ne vont pas avoir la même informativité. C'est-à-dire que dans une LALETP, dans une LALT très immature, les réarrangements des loci du TCR ne sont pas amorcés. Donc vous n'avez pas de cible immunogénétique. Donc c'est quelque chose qui est souvent inaccessible au suivi de la maladie résiduelle par biologie moléculaire. Donc ça, c'est un problème parce que, notamment chez l'adulte, c'est là où la LALETP est la plus fréquente. Quand vous avez 50% des cas qui ne sont pas suivables par immunogénétique, c'est un problème. Et donc la cytométrie vient pallier à ça, puisqu'en général, elle est très informative dans les LALETP. À l'inverse, dans les LALT TCR alpha-bêta, dont je vous ai dit tout à l'heure que la cytométrie en flux était souvent prise en défaut, eh bien, là, tous les réarrangements des loci du TCR sont faits. Delta, gamma, bêta et même alpha. Et donc, du coup, vous avez pléthore de cibles immunogénétiques. Et là, la biologie moléculaire est très informative. Donc, ça vous permet vraiment de brosser, d'avoir un panel complet de suivi de maladies résiduelles optimales. Alors, il y a aussi des petites contraintes de délai de réponse. Évidemment, la cytométrie est très rapide. Vous pouvez avoir le résultat dans la journée ou le lendemain, alors que la biologie moléculaire, c'est plus long, une semaine, même si avec les outils actuels, on peut aller plus vite. Mais ça nous permet aussi d'avoir une certaine confrontation des résultats, de ne pas rendre les résultats de manière individuelle, mais de manière intégrée, et de réfléchir notamment aux cas discordants. C'est-à-dire que quand on a une CMF négative et une biologie moléculaire positive, souvent, c'est qu'il y a une évolution phénotypique. Parce que votre leucémie, elle peut changer de manteau, mais elle ne va pas changer son ADN. Donc la cicatrice immunologique, elle sera toujours là. Et puis, à l'inverse, si vous avez une cytométrie positive et une biologie moléculaire négative, ça peut illustrer une évolution clonale. C'est un phénomène somme toute rare, mais tout à fait possible et qui survient. Ou alors un petit clone de lymphocyte T gamma delta, parce que vous avez une leucémie, et puis votre individu, il peut essayer de réagir à la leucémie. Donc comme il réagit à la leucémie, il va développer une population qui va s'expandre de lymphocytes T gamma delta, qui vont avoir des réarrangements canoniques. Et ces réarrangements canoniques, vous allez les identifier au diagnostic, vous allez croire que c'est la leucémie, et en fait, au lieu de suivre la leucémie, vous ne suivez pas la leucémie, vous suivez les lymphocytes T gamma delta. Ça, la cytométrie est capable de trancher. Donc la confrontation des deux a un atout pour avoir une réponse qui soit robuste et exhaustive. Alors, sur les quelques minutes qui me restent, je souhaite juste vous ouvrir cet état de l'art et sur quelques perspectives. Alors, bien évidemment, la maladie résiduelle, les cliniciens, ils sont très sensibles et je ne vais absolument pas décrire ce diagramme, ce bout de diagramme de protocole du Graal pour simplement vous dire à quel point la MRD devient stratifiante et importante dans les algorithmes de stratification thérapeutique. Mais ce que j'aimerais vous illustrer par cette diapositive, c'est qu'il y a un travail des Anglais par Anthony Moorman qui a montré que, en fait, la réponse thérapeutique pouvait être différente en fonction du groupe oncogénétique. Si bien que, et c'est notamment le cas dans le groupe Altogether, on va avoir tendance à avoir un seuil de maladie résiduelle qui ne sera pas défini à 10-3 et 10-4, mais qui sera variable en fonction du groupe oncogénétique. Ce qui vous dit pourquoi je n'ai pas dit dans ma présentation quel seuil on doit retenir. Les seuils usuels sont 10 puissance moins 3 et 10 puissance moins 4, mais ça tend à changer puisque en fonction du groupe oncogénétique, on pourra utiliser un seuil différent. Alors, je vous ai beaucoup parlé des LAL. Quid des autres pathologies? Les LAM, c'est simple. Vous n'avez pas de réarrangement des immunoglobulines du TCR, donc vous n'avez pas de suivi immunogénétique possible. Toutefois, est-ce qu'un suivi moléculaire est possible? Oui. C'est sur les anomalies, cette fois-ci oncogénétiques. Mais là, il faut faire attention. FLT3, par exemple, est une très mauvaise cible parce que c'est souvent sous-clonal et c'est souvent très labile au moment de la rechute, c'est-à-dire si vous avez un FLT3 au diagnostic, il peut disparaître au moment de la rechute ou de la maladie résiduelle et inversement. Donc le FLT3 n'est absolument pas un marqueur de suivi. Par contre, NPM1 est plutôt robuste et donc on peut faire de la maladie résiduelle sur NPM1. Donc vous voyez tout de suite que c'est de niche, c'est-à-dire autant que la MRD immunogénétique des LAL est exhaustive et couvre plus de 90% des cas,
autant la MRD moléculaire dans les LAM va vous couvrir quelques groupes oncogénétiques comme NPM1. C'est là que la cytométrie en flux est reine, parce qu'elle, on peut la faire tout le temps. C'est une cytométrie difficile, parce qu'il faut distinguer les lignées monocytaires, granuleuses, érythroblastiques, etc. Donc c'est très challenging. C'est pour ça qu'on prend un seuil de sensibilité qui est plus faible, qui est de l'ordre des 10-3, mais par contre, on pourra la faire dans toutes les situations. Et je n'en parle pas trop, mais il y a aussi d'autres approches dans les LAM qui sont utilisées, comme le suivi des marqueurs souches, mais ça dépasse le scope de ma présentation. Dans la LLC, eh bien là, à faire de la biologie moléculaire, on peut, il y a des réarrangements des IGH. Le problème, c'est que, au-delà des mutations somatiques qui peuvent complexifier l'analyse, c'est que la LLC est une maladie chronique extrêmement fréquente. Et donc, ça va devenir très cher si on commence à faire du suivi moléculaire pour tous ces patients. Donc, ce n'est pas possible. Et la cytométrie est relativement reine également dans cette situation, puisqu'on peut atteindre des niveaux à 10-6. Et de plus en plus de protocoles intègrent la MRD phénotypique, mais comme ça représente beaucoup de patients et que ça va ralentir le débit dans vos laboratoires parce que ce sont des analyses longues, ça reste quand même une cytométrie de maladie résiduelle qui est encore confidentielle en attendant d'avoir des cytomètres plus performants, encore plus rapides et des algorithmes informatiques qui vont vous permettre de débloquer cet obstacle technique et médical de l'interprétation. Enfin, le myélome multiple, alors là, pas de MRD immunogénétique, mais par contre de MRD NGS, qui est un peu un gold standard avec un seuil 10 puissance -6, mais on se rend compte qu'on peut faire pareil avec la cytométrie, et là aussi, encore, Euroflow a publié un kit qui fonctionne très bien, qui est très utilisé aux États-Unis et en Europe, et qui permet de faire de la MRD de myélome. Le seul problème, c'est que ça reste encore long, puisque vous devez acquérir 10 millions de cellules pour pouvoir faire une maladie résiduelle. Donc c'est encore dans un cadre protocolaire. Voilà. Et puis d'un point de vue technique, eh bien, je vous l'ai dit, on attend des cytomètres encore plus rapides, avec des informatiques encore plus rapides pour le process. On attend l'intelligence artificielle, de voir comment elle peut nous aider, et je pense qu'elle nous aidera. Et puis on attend aussi la cytométrie spectrale. Je vous ai dit que, en fait, on ne pouvait pas bien discriminer le bleu du vert, le vert du jaune orange, etc. Et maintenant, avec la cytométrie spectrale, on se fiche de tout ça. On peut tout distinguer, c'est-à-dire un bleu du vert, mais aussi un bleu cyan, du bleu magenta, du bleu turquoise, du bleu tout ce que vous voulez, du bleu amiral, et parce qu'on analyse directement le spectre lumineux. Donc ça, c'est à court terme, je pense que d'ici 5 ans, ça va exploser et ça va aussi changer le visage de la maladie résiduelle. Et puis en biologie moléculaire, je ne vais pas mentionner toutes les innovations, je pense, où vous avez entendu parler, avec l'augmentation des capacités de séquençage, la réduction des coûts, et notamment la DD-PCR, la Digital PCR, qui permet la suivi d'une cible à un niveau profond et qui est déjà utilisée dans certaines maladies comme le lymphome du manteau. Je m'arrêterai ici et je vous remercie pour votre attention et votre accueil. On vous remercie, professeur Hamrit, pour cette présentation et pour le partage d'expérience. Merci beaucoup. Donc, voilà, je donne la parole à la salle. Y a-t-il des questions? Donc, oui. Donc, professeur Ben Othman. J'ai 2 questions au professeur Larmite. La première, c'est le timing d'évaluation de la maladie résiduelle. Vous nous avez parlé de 2 points importants, la post-induction et post-consolidation. Mais pour les greffeurs, en pré-greffe, c'est aussi important que l'induction et la consolidation. Ça, c'est le premier point. C'est important que... C'est important pour les greffeurs d'évaluer la maladie résiduelle en pré-greffe. En pré-allogreffe. En pré-allogreffe, oui, d'accord. Oui. Okay. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons vu donc, toutes les techniques actuellement disponibles pour évaluer la maladie résiduelle. Je voudrais savoir si la détection de l'ADN liquide est une technique qui est faisable chez les patients leucémiques, comme c'est le cas pour les LL et pour les LM, comme c'est aussi le cas déjà démontré pour les lymphomes non-Hodgkinien ou pour d'autres pathologies tumorales solides. Très bien. Alors pour la première question, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes greffeur et l'évaluation en pré-allogreffe est très importante. C'est vrai que je parlais plutôt effectivement dans un cadre général sur le protocole standard où c'est les points qui sont systématiquement faits. Mais effectivement, en pré-allogreffe, nous sommes d'accord que c'est une condition importante aussi pour la décision de l'allogreffe. Pour la deuxième question, alors je pense que ça n'a pas d'intérêt pour les LAL.
parce que c'est déjà très bien standardisé, c'est pas cher, c'est simple à faire finalement. Ce qui est limitant, c'est éventuellement le débit, mais avec l'arrivée du NGS, c'est pas trop un problème. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est pour les lymphomes lymphoblastiques. Ça, alors c'est quelque chose qui n'est pas validé, que nous, on essaie de valider. On a un travail là-dessus actuellement pour essayer de valider une cohorte de lymphomes lymphoblastiques. Mais pour cela, c'est toujours très difficile de faire la biologie moléculaire standard. Et pour cela, ça aura certainement un intérêt, à mon sens, lorsqu'on aura pu le démontrer. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Et on invite professeur Akeishi, l'assistante de professeur Akeishi, pour répondre. On l'invite à côté de nous pour répondre aux différentes questions. Oui, juste des aspects purement techniques. Qu'est-ce qu'il faut prélever comme prélèvement de moelle pour la cytométrie en flux, la MRD en cytométrie en flux, et quels sont les délais d'acheminement et les délais de conservation, si ça doit voyager, comment ça doit voyager à température ambiante. Ok. Donc, les prélèvements, c'est prélèvement de moelle, 1 à 2 ml, comme une de mes collègues, je ne sais plus laquelle, l'a présenté auparavant. J'ai vu sur une diapositive que vous préleviez avant le frottis médulaire. Alors nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. Ce qu'on fait habituellement, c'est on prélève d'abord le frottis médulaire, une goutte, donc très peu, puis le phénotypage. Phénotypage plus biologie moléculaire, puisque nous on fait les deux, mais pour vous, immunophénotypage. Si c'est un enfant, en général, c'est fait sous anesthésie générale, donc ce qu'on aime bien faire, c'est 2 points de ponction. Un point de ponction pour le myélogramme et un point de ponction pour le phénotypage. Après, pour le délai d'acheminement, ça doit être le plus rapidement possible. En tout cas, moins de 48 heures, préférablement moins de 24 heures. Ça, c'est donc en général, nous, la MRD est oligocentralisée en France. Hein, tout le monde ne fait pas de la MRD, et c'est une bonne chose pour assurer un débit et puis une certaine expertise, parce que vous avez vu que c'est quand même très expérience dépendant. Et donc, du coup, on reçoit des prélèvements, enfin, en tout cas, nous, on reçoit des prélèvements d'un peu toute la France. Donc, le délai de 48 est parfois un peu dépassé. Sur nos dossiers d'accréditation, on a mis jusqu'à 72 heures, mais c'est vrai que nous, on aime bien avoir dans les 48 heures, parce que c'est là où on est vraiment le plus confortable et on sait que la maladie résiduelle est robuste. Pour la température, c'est simple, c'est à température ambiante. Il n'y a absolument aucune restriction dessus. Température ambiante, ça fonctionne très bien. Même si s'il y a un jour férié et que donc l'envoi doit être fait que juste après le jour férié, vous le laissez sur la paillasse à température ambiante, ça ne pose absolument aucun problème. Le problème, c'est le temps, ce n'est pas la température. Merci. Je crois qu'il y a une question là-bas aussi. Merci. En fait, juste pour retentir sur tout ce qui est préanalytique en cytométrie, je partage donc votre avis. En fait, nous, on essaye toujours de convaincre les cliniciens de privilégier donc le tube pour immunophénotypage afin d'avoir une bonne qualité donc de prélèvement pour que la cellularité soit riche, pour que le nombre d'événements soit important. On essaye toujours de privilégier ceci. Et généralement, on essaye de respecter aussi donc on travaille sur des prélèvements frais. Et la température ambiante, comme on vient de le dire là, ambiante chez nous, ça fait tellement chaud en fait ces dernières années jusqu'au mois de novembre. Donc vraiment, on essaye exactement de jouer sur le facteur temps. Il faut que ça soit acheminé le plus rapidement possible. Et on n'est vraiment pas content de recevoir une MRD le vendredi 13h. Sur ça, on est d'accord. C'est pour ça que je l'ai dit, parce que c'est très important. Voilà. Oui, alors, effectivement, en le disant, je me suis dit que les températures étaient un petit peu plus élevées ici. Alors, évidemment, si vous avez un jour férié, essayez de le garder dans une pièce climatisée plutôt que sur une pièce non climatisée. Après, sur le transport, est-ce que ça justifie un transport à +4 ? Je pense que c'est tellement cher. Enfin, je suis d'accord, les températures sont plus élevées, mais je pense que vraiment le paramètre temps, à mon sens, est plus important que le paramètre température. Et donc, je pense que si on a de l'argent à mettre, c'est pour avoir un coursier rapide plutôt qu'un coursier à 4 degrés. Exactement. Voilà. Après, oui.
On va donner la parole à Dr Free et après, ça sera pour vous, madame. Excusez-moi, je voulais une question concernant la thérapeutique anti-CD19. Vous avez dit que quand on a un traitement anti-CD19, on ne peut plus faire le suivi en guettant avec le CD19. Donc on peut utiliser le CD24, c'est ça? Je n'ai pas cité les marqueurs, mais oui, il y a 3 marqueurs qu'on peut utiliser, dont le CD24. Et oui. il faut faire en parallèle la biologie moléculaire pour le suivi de la MRD dans ce cas-là, ou comment on fait? Quand on ne dispose pas de biologie moléculaire et que le patient est sous anti-CD19, comment on peut faire le suivi de la maladie résiduelle dans ce cas-là? Alors, si vous avez... en fait, ça dépend comment vous êtes structuré. Si vous êtes structuré de telle sorte que votre suivi de maladie résiduelle est uniquement phénotypique, je pense que si votre patient entre sous un traitement blitz ou blinatumomab, vous n'allez pas amorcer à un stade si avancé une maladie résiduelle moléculaire. Ça n'a pas trop de sens parce que le temps de la designer va être un petit peu retardé par rapport... vous n'allez pas être dans une cinétique de temps qui va convenir. Donc je pense qu'il faut la faire par phénotypage, mais à ce moment-là, il faut utiliser effectivement les standards qui sont publiés pour utiliser d'autres marqueurs que le CD19 pour arriver à guetter vos lymphoblastes B. La seule chose, c'est que c'est dit à demi-mot dans la littérature, et je le crois profondément, je ne crois pas que dans cette situation, on arrive aisément à une MRD à 10-4 robuste. Je pense qu'on est plus confortable à 10-3. Ça, le 10-3, on peut l'avoir, donc tout n'est pas perdu, mais par contre, je ne pense pas qu'on soit sur du 10-4. Alors après, comme on est sur des situations, pour l'instant, plutôt pas frontline, mais plutôt plusieurs lignes de traitement, en tout cas, nous, nos cliniciens, sont contentes. Alors, ils sont contentes, mais c'est vrai que nous, souvent, quand même, on a la MRD moléculaire. Pas toujours, il y a aussi des situations non informatives dans les LB. Voilà. Donc ma réponse, c'est, je pense qu'il faut tout prévoir à l'avance. C'est-à-dire, soit on part sur un suivi moléculaire pur, suivi phénotypique pur, ou les deux, mais il faut fonctionner avec ça. Ou alors peut-être inclure le CD24 dans le phénotype initial avec le CD19. Comme ça, quand le patient va être sous anti-CD19, au moins on aura le CD24. Il faut l'avoir évalué au diagnostic, ça c'est voilà. sûr. Okay. On ne peut suivre, à l'heure actuelle, dans la MRD-DLAL, on ne peut suivre ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce qu'on a vu au diagnostic. Voilà. Merci beaucoup. C'est un confort en fait d'avoir la biologie moléculaire avec la cytométrie en flux dans le même service. C'est vraiment deux techniques qui sont complémentaires et c'est un confort de choisir laquelle faire. Et, tout à fait. D'ailleurs, on fait les deux. Enfin, moi, je fais les deux. C'est vraiment un confort. Et d'ailleurs, pour revenir donc pour la thérapeutique anti-CD19, donc nous, on ne l'a pas encore. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour la cytométrie en flux, pour le gating avec le CD19, on l'aime beaucoup le CD19 et on est très à l'aise. D'ailleurs, on est gêné quand il est exprimé faiblement. Donc du coup, avoir l'anti-CD19 et de ne plus gater avec le 19, ça nous fait peur. Donc, mais lorsque je regardais dans la littérature, il se base sur le 22 et le 24 pour le gating en fait lors de traitement donc anti-CD19. Mais je ne sais pas en fait, est-ce que ça, on va être à l'aise? Je ne sais pas. Donc, alors, dans mon expérience, c'est utile, ça aide, mais comme je vous le dis, je pense qu'on perd en sensibilité liée à ça. Et puis après, des fois, il y a des situations complexes. Nous, je vous rappelle, on a eu un cas où la LB était très particulière. Le seul lab qu'elle avait, c'était une surexpression du CD19. Manque de bol, le clinicien a mis du blinatumomab dessus, donc effectivement, on ne pouvait plus rien suivre. Bon, là, on avait le backup de la biologie moléculaire, comme vous le dites, c'est un confort. Okay. Une dernière question pour madame. Ouais. Oui, en fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport à vos exigences. Vous exigez systématiquement la réalisation de l'immunophénotypage initial et la MRD au même laboratoire ou peu importe où l'immunophénotypage du diagnostic initial a été fait? Alors, toujours chez nous, avec nos procédures, nos marqueurs, nos fluorochromes. Il faut que ça ait été fait localement. On ne peut pas prendre le phénotype de quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. C'est pas possible parce que ce ne sera pas les mêmes fluorochromes, ce ne seront pas les mêmes réglages, etc. Même s'il y a un peu de standardisation, et a fortiori si ce sont des instruments différents, c'est pas envisageable. Donc on ne fait jamais de MRD phénotypique sur un prélèvement qu'on n'a pas vu au diagnostic. Jamais. D'accord. La deuxième question, c'est par rapport au panel de nos confrères tunisiens. En fait, vous travaillez avec un couplage de CD 66 123 PE et 73 304 PE.
Et vous l'avez mis comme exigence, vu que c'est un marqueur qui est très spécifique pour la distinction entre les cellules leucémiques et les hématogones. Je pense que c'est un kit, en fait, où il y a le couplage de deux anticorps. Maintenant, le temps, on ne dispose pas de ce kit. Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'on peut s'en passer de la réalisation de CD123 et CD34? Parce que si vous avez remarqué, dans notre panel, il n'y a pas le CD34 et le CD123. Il n'y a que le CD66 et le CD73. Dans le séparément nôtre, et CPE. Dans le nôtre? Non, dans le nôtre, parce qu'on ne dispose pas du kit avec lequel vous travaillez. D'accord. En fait, là, c'est calqué à l'Euroflow et coupler les 4 anticorps, parce qu'en fait, il suffit d'en avoir un. Comme je l'ai expliqué, c'est exprimé dans 70% des cas. Donc, indépendamment lequel parmi les 4, mais il suffit d'en avoir un pour dire que voilà, c'est différent, ce ne sont pas les hématogones, ce sont les blastes malins. Donc, comme alternatif, en fait, le 34, quand il est là, oui, ça conforte donc le suivi thérapeutique. Donc, comme alternative. Autrefois, on travaillait avec le 19, 34, 45 quand on était en 3 couleurs. Mais bon, c'est beaucoup mieux pour faire la séparation blast-hématogone. On est plus à l'aise. Peut-être, donc, ne disposant pas d'un cytomètre multiparamétrique 8 couleurs, on peut ne pas avoir tous les marqueurs, mais on peut les mettre séparément. En fait, on peut travailler 34, 66C. C'est pas grave, pourvu de séparer les deux populations. Votre question... Pardon, c'est fini ? Votre question est très intéressante parce qu'elle souligne les limites de la standardisation. C'est-à-dire, dès l'instant où vous n'avez plus le même cytomètre ou avec un cytomètre moins de couleurs, du coup, ça devient un petit peu compliqué. Donc, du coup, la standardisation, ça a du bon, mais il y a toujours des limites, et là, c'en est une. Dans votre question, moi, je trouve qu'il y a 2 façons de répondre. En gros, vous dites que vous ne pouvez pas mettre tous les marqueurs. Alors là, c'est technique, mais si vous en avez à choisir entre 73 et 304, je choisis 73. Entre 66C et 123, je choisis 123. Ça, il n'y a pas photo. La deuxième manière de répondre, c'est de dire ils sont dans le même canal. Donc normalement, vous n'êtes pas limité par les couleurs. Donc normalement, vous pouvez les mettre. Après, tout est question de coût, peut-être. Mais si vous voulez réduire les coûts et n'en mettre qu'un, clairement, c'est 73 et 123. Mais c'est le même fluorochrome. Pardon ? C'est le même fluorochrome. Ce qui est recommandé, c'est le PE pour les 4. C'est le même fluorochrome, mais après, rien ne vous interdit à reproduire le kit avec votre configuration. Simplement, ça vous demande de travail vous-même. Vous n'avez pas un produit clé en main qui est validé, qui est standardisé, dont on sait qu'il marche, c'est robuste, etc. Il va falloir faire tout ce travail vous-même de choix, d'optimisation, de bricolage et de validation derrière pour que ça fonctionne. Donc ça vous demande plus de travail que d'avoir un kit déjà tout fait. C'est pas un kit, hein. On prépare le cocktail de nos anticorps. C'est pas un kit qu'on achète tout prêt. On a les anticorps qui sont séparés, les flacons d'anticorps, et on prépare nos cocktails. D'accord ? Vous mélangez les deux avec le même fluorochrome dans le même tube. Oui, on met les 2 anticorps dans le même canal, parce qu'il suffit d'en avoir un qui est positif. C'est pas grave lequel, 66C ou 123, c'est pas grave. Comme les deux sont dérégulés par une surexpression, si vous avez une surexpression, vous ne savez pas duquel, mais vous savez que ce n'est pas normal. Et juste un petit commentaire sur ça, vous avez dit que pour l'été, on était au dépourvu, donc la bonne nouvelle, c'est que Euroflow va publier cette année son panel de MRD de LALT. Ça y est, il est prêt depuis un moment, mais il y a eu des petits problèmes juridiques. Mais le papier devrait sortir fin d'année. Alors la seule chose, c'est que c'est un panel qui est prévu pour du 12 couleurs. Donc sur lyrique, mais 12 couleurs. Donc vous avez le reste de l'année pour songer à upgrader votre lyrique en 12 couleurs. C'est en cours. Docteur Aïssé, oui, demande une question. Professeur. Oui. Alors, c'est une excellente question. Donc la question, c'est est-ce qu'on a le souci de prélèvement de faible cellullarité ? Oui, bien sûr. On est comme tout le monde, comme vous. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle faible cellullarité. Lorsqu'on est à 1 ou 2 millions de cellules, ce qui est déjà faible, c'est très difficile de faire de la MRD phénotypique à 10-4. C'est impossible, puisque de toute façon, vu le nombre de cellules que vous avez, vous perdez à peu près...
entre l'input et l'output, vous divisez par 2 ou par 5 les cellules, donc vous voyez ce qui vous reste. Donc la MRD phénotypique est très compromise. Donc dans ces cas-là, nous, en général, on privilégie la MRD moléculaire, où finalement, il y a besoin de moins de cellules. Alors, si vous n'avez une plateforme qui n'a que de la MRD phénotypique, eh ben, vous n'allez pas faire de la MRD moléculaire. Donc il faut tenter la MRD phénotypique de toute façon. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, et ça nous arrive de le faire, parce que des fois on n'a pas de cible immunogénétique, eh ben, on fait une MRD phénotypique, mais on ne fait qu'un tube. On fait le tube le plus informatif, donc on sélectionne pour essayer d'optimiser. Voilà. Alors dans ces situations-là, si on a 1 ou 2 millions, on arrive à peu près à avoir une sensibilité à 10-4. Si on est en dessous, très clairement, on n'y arrive pas. Et ben, à ce moment-là, on rend une sensibilité à 10-3. Et le clinicien, sa charge, en fonction du point du protocole, de dire je renouvelle le prélèvement pour avoir un prélèvement plus riche ou pas. Merci beaucoup. Je parle vraiment de richesse, hein. Je ne parle pas des mots dilution. Les mots dilution, de toute façon, imposent un nouveau prélèvement. Ça, on est d'accord. Merci beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin de cette session qu'on va clôturer. Donc merci pour tout le monde, merci pour tous les orateurs. Donc, et voilà, donc on va démarrer l'autre session, la session suivante.